Bonjour et bienvenue pour une nouvelle preview chez Erwan qui fait des stories Instagram. Donc ceux qui l'ont compris, ça c'est une preview que vous aurez la chance de voir demain sur YouTube. Parce Tout qu'aujourd'hui, à fait. nous ne sommes pas aujourd'hui, quelque part. Aujourd'hui, donc, comme c'est indiqué sur le titre, nous allons parler des Milwaukee Bucks. Et en fait, il y a eu pas mal de changements cet été, il y a eu pas mal de trucs à dire. Il y a surtout une nouvelle salle, je voulais commencer par ça, puisqu'il quitte le Bradley Center. Il a été construit en 88, c'était une petite salle. Et là, clairement, ils sont sur du truc un peu plus sérieux. Tu vois, ils ont construit un truc très intéressant de 17 000 places. Et puis les joueurs, quand ils y sont allés pour la première fois, ils ont dit oh, j'ai senti une atmosphère, j'ai senti un truc. Tu connais On a l'impression l'adage qu'aujourd'hui, pour des être nouveaux aussi stades. on a l'impression aujourd'hui, pour être une grande franchise, qu'il faut aussi avoir une salle à la hauteur Non, des nouvelles ça, technologies. tu as un grand club de Ligue 1, il faut avoir un grand stade. C'est plutôt ça. Oui, mais même les salles NBA sont. Bon, allons-y en tout cas. Allons-y, mon cher Erwan. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de choses, puisque en cours de saison, Eric Bledsoe est arrivé. Enfin, un meneur de jeu. Moi, j'étais plutôt pour son arrivée à l'époque. Et Jason Kidd, le coach emblématique, j'ai envie de dire, de cette dernière saison, du redressement de la franchise de Milwaukee, a été coupé. C'était un peu une surprise à l'époque, Erwan. Ouais, c'était une surprise. Ça arrivait un petit peu de manière assez brutale. Après, on sait que Jason Kidd, en interne, il est compliqué à gérer. C'est quelqu'un Apparemment. qui veut un petit peu tout contrôler. Et en fait, quand je vois les résultats avec Jason Kidd et quand je vois les résultats sans Jason Joe Kidd Prunty. et son assistant Joe Prunty qui avait pris les rênes de l'équipe, ils se sont fait sortir en 7 matchs par Boston. Mais finalement, il n'y a pas eu de grands changements. Donc, c'est pour ça que l'arrivée de Budenholzer va être très intéressante, finalement, parce qu'on sait que c'est un effectif plutôt talentueux autour d'Antetokounmpo. Mais finalement, est-ce qu'ils étaient si bien coachés que ça avec Jason Kidd? Ben, en tout cas, C'est une bonne la question. question a le droit d'être posée. Il y a énormément de choses à dire tactiquement et tu as lâché le blast du coach, Mike Budenholzer, l'ancien coach d'Atlanta. C'est Lui pas, c'est aussi, pas une info, hein. non, c'est pas une info, mais tu vois, on a parlé de Dwayne Casey pour Détroit, et j'ai l'impression que c'est la même veine, un vrai bon coach qui va amener de vrais systèmes en attaque, mais ce sera dans la petite question du focus en fin Tout à fait. d'émission. On va aller d'abord sur les petites, les mouvements, mon cher Polo, parce que j'ai pas vu le tableau passer sur les stats de l'année dernière, c'est pas grave. Ah bah on parlait de l'année dernière, vas-y les stats de l'année dernière, s'il te plaît mon Polo, vas-y n'hésite pas, l'oreillette et dans l'oreille, vaut mieux. Pour la L'année deuxième dernière, année, alors plus de vas-y. 50% de victoire, c'était la deuxième saison d'affilée à plus de Ouais, 50% de victoire. C'est une équipe solide, Tom, c'est ce qu'on disait. Cette absolument. élimination 3-4 face Ça à Boston, Boston. qu'ils ont clairement fait bégayer. On se souvient de ce match incroyable perdu en prolongation, où je pense que d'ailleurs, sur le match 1, où ils perdent la série, ce tir de Middleton là, Absolument. C'est le match pour 1. accrocher la prolongation. Ouais. Ouais, mais je pense que la série bascule là parce que finalement, Ah, ouais, mais Tom, aucune équipe à n'est gagner à allée gagner à l'extérieur. l'extérieur. Et Ouais. finalement, l'équipe la plus proche de gagner à l'extérieur, ça a été finalement Milwaukee sur ce match 1. Moi, j'ai quand même du mal toujours à dire que la bascule d'une série, c'est sur un match 1. Il y a quand même 6 matchs Ouais, derrière mais pour aller gagner. Bref, souviens-toi que Boston a eu quand même pas mal de galères à aller gagner à absolument. l'extérieur sur ces playoffs-là. En tout cas, donc une équipe solide de la conférence Est, mais finalement qui n'a jamais réussi à prendre son envol avec Giannis Antetokounmpo cette dernière saison. On sent une fanbase qui augmente. Et j'ai cette petite question, Erwan, tu sais depuis quand cette franchise n'a pas passé le premier tour des playoffs? Bonne question, ça doit être, j'irai même jusqu'à fin des années 80. Non, ben non, c'est la finale de conf Bravo. face à Vinska, la finale de conf face à Iverson, Philadelphie. Face à 2001, Philadelphie 2001, et ils ont connu pas mal de campagnes de playoffs sans jamais passer un tour. C'est un peu dommage. Maintenant, on peut imaginer que ça va se passer l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cet été? Eh bien, c'est le moment des mouvements, des départs, des arrivées dans cette petite franchise, dans cette équipe, au-delà du coach Mike Budenholzer. Il y a eu un peu de changement. Évidemment, Jabari Parker, numéro 2 draft, est parti du côté de Chicago. On en parlera. Non, On en a parlé déjà. c'est le moment d'en parler vite fait. Est-ce que tu penses que les Bucks ont eu raison de lâcher Jabari Parker? Oui, Pourquoi? oui, parce que je pense que l'explosion et l'installation de Chris Middleton sur le poste, le relayer sur un poste finalement de troisième option, je suis pas sûr que ça lui convienne. Pas poste de jeu, Non, non, option offensive. option offensive, Oui. pardon. Je suis pas sûr que ça lui convienne à lui. Je suis pas sûr que ça convenait non plus à Jabari Parker, qui est quand même un playmaker. Et finalement, Il a besoin de la balle pour et vivre. c'était très compliqué derrière Giannis Antetokounmpo. En plus, tu rajoutes Middleton et Eric Bledsoe. Donc voilà, je pense que c'est bien pour lui qu'il soit allé voir ailleurs. Et ça laisse de l'espace un petit peu pour d'autres dans l'effectif. Ils avaient peur, surtout, de signer ce gros contrat. Il est parti Avec, pour et puis 40 bon, millions, 20 millions d'investissement, c'est énorme. il aura pété deux fois des genoux. Blessure, gros contrat, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Brandon Jennings, qu'on avait revu dans un retour dans la franchise, a priori ne sera pas l'année prochaine. C'est pas grave. Allons dans le côté des arrivées, et là c'est intéressant. Brook Lopez vient de signer pour le minimum, vétéran qui vient des Lakers. Ersan Ilyasova arrive de Philadelphie, c'est un retour lui aussi du côté des Bucks. Dante DiVincenzo qui arrive de Villanova, c'est un rookie, 17e choix de la draft. Ça va être intéressant d'en parler. Et Pat Connaughton, ça fait partie de ces petits gars qu'on aime bien. Il était du côté de Portland l'année dernière. Enfin, prolongation de Shabazz Muhammad.
Mohamed, c'est pas sûr qu'il reste. Il reste une seule place dans le roster, donc Il on peut être verra coupé. il peut clairement être coupé. On enchaîne vite fait, doucement sur le 5 majeur, parce que c'est là que ça va être intéressant, puisque l'arrivée de Brook Lopez change quelque part la donne, puisqu'on avait John Henson et Ton Maker sur le poste 5, et là ils ont un vrai shooter au Ah, poste 5 sur le poste. ils ont un vrai scoreur qui, depuis 2 ans, mais tu l'appelles Clay Klay Thompson, Thompson de 2 mètres 20, gros. des pivots. D'accord, il peut toujours quand même être intéressant sur le post-up. Je pense que Mike Budenholzer va quand même le recadrer parce qu'on connaît sa qualité première, c'est quand même sur du post-up et être un petit peu plus intéressant sur demi-terrain. Et Ouais. demi-terrain, c'était un petit peu les problèmes qu'avaient nos amis de Milwaukee, qui avaient un jeu un petit peu prévisible. Et je pense que l'arrivée de Brook Lopez, offensivement, va emmener des options un peu plus intéressantes et un petit peu surtout moins prévisibles, je le répète. Il a 30 ans maintenant, et je parlais du coup des autres pivots, John Henson, qui lui est dans un profil clairement de défenseur. Hein, Verticalité. et Ton Maker qui est un peu dans ce profil-là, c'est-à-dire qu'il est capable de tirer. Ça, c'est un très jeune joueur. Il va disputer sa 3e saison de NBA. Donc, mine de Il rien, a cassé des gueules cet été. Hein. et qui Et- a cassé des gueules. Mais pas au basket. Qui a vraiment dans un match de basket, mais il a mis des grandes droites. Il a couché des. Il a mis des droits. C'était où des mecs des Taïwan, je crois. C'était, ouais, peut-être Philippines, Taïwan. Philippines, un truc comme ça. Ouais. Philippines. Je reste vite fait sur Brook Lopez. C'est vrai que ça va être intéressant de voir un shooter référencé, mine de rien, arriver. Parce que d'après moi, c'est ce qui manque dans cette équipe, du bras. Du bras. Donc avec Ilyasova et lui, ils ont du bras. Ben, c'est ce qu'on l'année dernière, c'est ce que je te dis, moi je l'ai trouvé prévisible par moment et ça forçait parfois Giannis Antetokounmpo quand Chris Middleton n'était pas dans un grand soir, ça lui arrivait peu, mais on était un petit peu prévisible et je trouvais que, et je le disais souvent, que Giannis Antetokounmpo forçait par moment sur de la transition, sur du 1 contre 2, 1 contre 3 des fois, il y avait un petit peu et forcément là, avec ces mecs là au large qui vont pouvoir mettre dedans, ben, forcément, ça va étirer le jeu et qui va être le premier à en bénéficier, c'est Giannis Antetokounmpo. Absolument, on enchaîne dans ce 5 majeur, mon cher Polo. Donc sur le poste 4, ce sera évidemment Yanis qui joue 4 à la LeBron, c'est-à-dire qu'il est meneur et qu'il est deuxième arrière, qu'il est pivot par moment. Il est l'homme à tout faire, playmaker incroyable. Donc on va rester 30 secondes sur le poste, mais pas sur Yanis. Ce sera le joueur à suivre dans quelques secondes. Ersan Ilyasova, donc un retour, encore un fort shooter. Il vient quelque part remplir d'un point de vue numérique, le départ de Jabari Parker. Il prend quand même 7 millions à saison sur 3 ans. C'est un beau contrat, une belle marque de confiance. Et lui, il va falloir qu'il apporte son adresse. Et on le connaît très adroit, ce gars-là. Ben alors, il était parti de Milwaukee, puis il a eu des passages un petit peu plus compliqués à Atlanta, notamment, où ça a été compliqué pour lui. Et je l'ai trouvé bon l'année dernière avec Philadelphie dans son registre. Alors, il ne va pas révolutionner le jeu, notre ami Ersan Ilyasova, mais c'est quand même un vétéran. Il revient dans une franchise avec laquelle il a été drafté, me semble, et qui est resté bon nombre de saisons. Voilà, tu parlais de l'adresse de Brook Lopez. Et Ersan Ilyasova va aussi apporter ça sur un poste 4, forcément qui sera différent de celui d'Giannis Antetokounmpo. Mais l'année dernière, on se souvient que cette équipe avait terriblement souffert de son manque d'adresse extérieure. Et la signature d'Ersan Ilyasova, c'est un bon coup senti aussi. Et on peut imaginer les 3 jouer ensemble. Hein. Brook Lopez sur le poste 5, Ilyasova sur le poste 4 et Yanis sur le poste 3. Yanis. Allons sur les ailiers, justement. Et là, je te pose une petite question. Alors, Chris Middleton, clairement, est la deuxième option offensive de l'équipe. Après les playoffs de la saison dernière, il n'y a pas photo. On parlait de lui pour aller au All-Star Game. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est un joueur hyper solide de NBA, mais donc lui est dans le 5 majeur. Est-ce que tu mettrais vraiment Malcolm Brogdon sur le poste 2 ou alors tu continuerais avec Tony Snell qui, franchement, fait le taf? Non, je crois que cette équipe, quand même, on se souvient que c'est l'une des plus grandes de NBA dans le 5 majeur. Et c'est une équipe qui, autour de Mike Budenholzer, même s'il va leur apporter de la fluidité offensive, c'est une équipe qui doit défendre. Son ADN, quand même, quand on voit ces gens-là, c'est défendre. Alors, c'est vrai qu'ESPN et nous-mêmes, on est allé sur Michael Brogdon dans le 5, mais moi, je pense que j'aime bien le faire sortir du banc et j'aime bien commencer avec Tony Snell pour, sur les postes 2, avoir un espèce de grand défenseur comme ça, avec des bras très grands qui prend de la place. On sait que Tony Snell, il prend ce qui lui revient en attaque, il est capable de mettre dedans. Et j'aime bien commencer quand même avec un squad comme ça, plus axé fort défensivement sur les lignes arrière. On rappelle quand même que l'année dernière, ils sont 19e au rating défensif. Donc, on a en l'esprit. Ouais, mais ils ont des mecs. Une belle équipe. Alors, ouais, ils ont une belle équipe. Je veux te dire, sur le papier, mais dans les faits, c'est pas une vérité non plus. Tu fais bien de me corriger là-dessus. C'est qu'une équipe qui peut défendre et qui l'a pas toujours fait. Pour moi, pouvoir défendre, ça ne veut rien dire. Soit tu défends, soit tu défends pas. Au bout d'un moment, 19e au rating, sachant que c'est une équipe qui court pas des masses sur le pace, donc le rythme dans le match. Ils sont 20e de NBA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tant de possession que ça non plus. Et donc c'est une équipe qui a baissé d'un point de vue défensif. On reste sur les ailiers. Je t'en cite un ou deux encore pour me dire ce que tu en penses. Donc Pat Connaughton sur un poste 2 pourrait être intéressant. C'est une 3e roue du carrosse. En tout cas, ça amène de l'énergie. 4e roue du carrosse, même, tu peux dire. Hein. C'est même une remorque. Très bien. Donc, continuons. Michael Brogdon serait quoi, alors, d'après toi? Est-ce qu'il jouerait sur le poste 2 ou est-ce que ce sera le backup d'Eric Bledsoe? Les deux, pour le coup, par contre, ça serait vraiment le leader du second unit. Voilà, plus que poste 1, poste 2, je pense qu'il sera sur les deux postes. Il a montré qu'il pouvait le faire. Comportement irréprochable, un vrai soldat, intelligent. Je pense qu'avec Mike Budenholzer, il peut avoir un échange très intéressant. Je pense que poste 1 ou poste 2, peu importe, ça sera lui. Ça doit être lui
le leader La du seconde banc, unit. du squad, du second unit. C'est intéressant. Donc Eric Bledsoe est titulaire. Il y en a un dernier, donc le rookie. Il y a Mathieu Dellavedova qui est toujours là. Et il y a donc Dante DiVincenzo qui a un super profil quand tu regardes. Je peux mettre dedans aussi, tu vois, on parlait d'adresse. Pas que, tu vois, je regardais sur NBA Draft la comparaison qu'on faisait de lui, c'était Delonte West. Donc, une espèce de combo, scoreur. Alors, lui, d'après moi, il est un peu plus athlétique, un peu plus trapu, j'ai envie de dire, quelque part, même si Delonte West, clairement, avait des qualités de ce côté-là. Et donc, il pourra peut-être apporter dans un système qui va être très intéressant à suivre. Dernier mot donc sur Eric Bledsoe. Erwan, on attend quand même, clairement, d'après moi, hein, une vraie évolution défensive. Je l'ai vu faire de bonnes choses en attaque par moment. Je l'ai vu aussi se faire casser la gueule par Thierry Rosier pendant les playoffs, hein, et c'est peu de le dire. Mais défensivement, pour moi, c'est le meilleur défenseur de l'effectif. Il va falloir qu'il se soit la pointe, clairement, et qu'il lock up certains mecs en face. Sinon, ils pourront jamais jouer. Moi, je pense que le vrai meilleur défenseur, et la photo de Polo derrière sur le plan large, elle est très bien. Pour moi, le vrai défenseur locked up, c'est plutôt Michael Brogdon que Eric Bledsoe. Quand il est arrivé l'année dernière, on s'était posé la question, est-ce que c'est un bon choix pour Milwaukee? Tu avais dit oui, Steph et moi, on était plutôt sur du non. Et aujourd'hui, finalement, on pourrait avoir le même débat et on pourrait avoir les mêmes arguments chacun. Moi, ouais, mais je suis pas toujours convaincu. Je suis pas toujours convaincu quand je l'ai vu en playoff et ses gestions de certains matchs, au-delà de son match-up direct avec Thierry Rosier, même dans la gestion par moment des tempos. Il est retombé un petit peu dans ses travers. J'aimais bien ce que faisait Michael Brogdon, qui a quand même été rookie de l'année dans une cuvée assez triste, la plus triste avec pas mal de blessés. Mais en tout cas, je pense Brogdon est plus un meneur naturel que. Ah, donc ça veut dire quoi? Tu voudrais qu'il prenne sa place? À voir. À voir. En tout cas, commençons comme ça. Mais en tout cas, est-ce que peut-être, en vieillissant, Eric Bledsoe n'a pas plus le profil d'un mec qui sort du banc pour amener de l'énergie directement, slasher, un petit peu moins dans la gestion, et que Brogdon commence pour commencer. Moi, j'ai toujours bien aimé ce meneur à l'ancienne qu'est Michael Brogdon, même s'il peut se décaler sur le poste 2. Avec un vrai physique quand même. Un vrai physique. Enfin, l'autre, c'est un athlète. Hein. Souviens-toi les dunks qu'il met sur le Bron. Je parlais de Brogdon, avec un vrai physique quand même. Oui, aussi, ouais. Ok, très bien. Écoute, on verra si Eric Bledsoe continuera déjà d'un point de vue des stats parce qu'il est à 17 points, 5 passes. Quand il est sur le terrain, on sent une vraie différence défensive de temps en temps, en tout cas dans les interceptions. J'espère qu'offensivement, il va trouver de l'adresse, il va trouver de la gestion de tempo. C'est une équipe ambitieuse en tout cas, parce que le proprio a déclaré, Monsieur Lasserie, qu'il voyait son équipe dans le top 3 à l'Est. Samir Lasserie. Oh, bravo. Qu'il voyait son équipe si son équipe était au complet, qu'il n'y avait pas de blessure et tout, il imaginait son équipe dans le top 3. Eh ben, garde ça, on en parlera dans les trucs à la fin. Mais là, on fait un dernier point sur le joueur à suivre. On n'a rien inventé sur le joueur à suivre. Ce sera évidemment Giannis Antetokounmpo, qui est aujourd'hui une méga superstar, qui est sur la jaquette de NBA 2K19. Voici ses stats de l'année dernière. Presque 27 points, 10 rebonds, 5 passes. Il n'a que 24 ans, mon cher ami Giannis, le Greek Freak. Alors, il n'a jamais passé un tour de playoff. Est-ce qu'on peut l'incriminer? On se souvient que par moment, il joue tout seul, mais moi j'ai vu des gars prendre des gars de son équipe et passer 1 ou 2 tours de playoff. À 24 ans, on peut l'incriminer? Non. Question. Non. Parce que, et souvent, si tu regardes les tours de playoff, quand il se fait sortir, c'est souvent des matchs, c'est souvent des séries très serrées. Je me souviens d'une série face à Chicago, il y a 2 ou 3 ans, qu'il devait avoir, 21 ans ou 20 ans. Pareil, ça avait été un combat de muerte. J'ai pas souvenir qu'ils soient fait sweeper. Non, c'est contre Atlanta, il y a 2 ans. Donc, ils sont pas loin, mais en tout cas, ils sont dans la lutte. Et je crois qu'ils apprennent, et son âge, 24 ans, tu fais bien de le dire, parce que c'est peut-être la stat la plus impressionnante de Giannis Antetokounmpo. 27 points, c'est fort, 10 rebonds, c'est fort, quasiment 5 passes. 24 ans, les amis. 24 ans, donc aujourd'hui, on va commencer à tirer sur un mec qui n'a pas passé encore un tour de playoff à 24 ans. Par contre, cette année, clairement, ça doit être l'objectif numéro 1 de ces Bucks en construction avec un nouveau coach. Cette relation Budenholzer-Antetokounmpo qui doit vraiment, pour moi, qui ne peut que bien se passer. Aujourd'hui, leur objectif premier, c'est de passer un tour de playoff. Clairement, restons sur Giannis encore quelques secondes. On parle de lui depuis 2 ou 3 ans comme le futur MVP. D'ailleurs, quand on a fait une vidéo qui sera le boss de la NBA dans 5 ans, on est plus ou moins d'accord pour dire que Giannis Antetokounmpo sera le boss parce qu'il a toutes les qualités et il a un espèce de potentiel illimité. Maintenant, c'est pas lui, Thomas, le meilleur joueur avec le départ de LeBron? Est-ce que c'est pas lui le meilleur joueur de l'Est? J'allais te poser la question. Ben moi, je te la pose. Eh bien, écoute, je me suis posé la question, je te dirais que non. Kawhi Leonard, alors peut-être que ça fait 1 an qu'on l'a pas vu jouer, mais aujourd'hui, sur le potentiel totalement intrinsèque, j'aurais envie de mettre Kawhi Leonard parce qu'évidemment, sur l'aspect défensif, c'est le meilleur défenseur de NBA avec Danny Green et Rudy Gobert, si on veut. Donc je mettrais Kawhi Leonard au top. Mais le gars qui me dit Giannis, je ne vais pas le prendre pour un fou. Tu vois, il est en concurrence avec les Kyrie, avec Joel Embiid. On n'aurait pas une demi-finale de conférence avec en Bunyabun, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo? Franchement, j'en rêve.
J'en rêve, ce serait super. Maintenant, dans le jeu, on a senti une progression au tir. Il a 30% à 3 points l'année dernière. Il va falloir qu'il continue son évolution naturelle quelque part. On se rappelle qu'au début, il ne pouvait pas tirer, pas parce qu'il n'en avait pas envie, mais parce qu'il mettait des Alors, airballs, quoi, au bout d'un moment. tu sais, les mecs qui n'ont pas de tir à la base, on dit souvent que leur évolution, c'est dans le tir. Mais je vais aller un petit peu plus loin, et tu sais souvent ce que je lui ai reproché à Yannis Antetokounmpo, c'est jouer un petit peu plus juste, être un petit peu plus dans les lectures. Et par moments, et notamment en playoff l'année dernière, je l'ai trouvé un petit peu forcé, à forcer un petit peu les choses. Et peut-être que l'apport de Mike Budenholzer, lui, longtemps assistant de Popovic, va l'aider là-dedans. Tu sais, des fois, je l'ai trouvé faire des 1 contre 3, s'empaler dans des mecs, aller chercher des fautes qu'il n'obtient pas, et se frustrer un petit peu là-dedans. Alors, il n'a que 24 ans, donc la marge de progression est encore énorme, mais au-delà de son adresse extérieure, qui était un axe de travail certes important, être un petit peu plus dans les lectures aussi, notamment sur les transitions qui font partie de son jeu, qui est une partie importante de son jeu. Je sens que tu as envie de parler absolument de Mike Budenholzer et de sa relation avec Steve Webb, ça tombe bien. On en parle tout de suite dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! La question est très simple, mais elle paraît aussi un peu compliquée, puisque aujourd'hui, les interrogations qui entourent cette franchise, c'est est-ce que Mike Budenholzer peut exploiter à 100% le potentiel de cette équipe? Puisque ça fait des saisons et des saisons, Yanis en tête, qu'on parle d'une équipe qui un jour ira en finale NBA, fera des finales de conférence, et sera surtout une place très forte de la conférence Est. On attend encore, même si c'est déjà une solide équipe, mais on sentait que les anciens coachs n'avaient pas réussi à exploiter justement le potentiel de cette équipe. Alors Erwan, je te pose la question, est-ce qu'il va réussir, notre ami Mikey? En tout cas, il est venu pour ça. Il a choisi de venir à Milwaukee. Souvent important, tu vois, que le choix des mecs, c'est pas toujours le cas. Des fois, les coachs, ils n'ont pas toujours l'embarras du choix. Là, lui, il a eu l'embarras du choix parce qu'on sait que Toronto lorgnait clairement sur Mike Budenholzer. Il a choisi Milwaukee. Et finalement, on aurait presque pu imaginer que la tâche la plus simple aurait été d'aller à Toronto. Et finalement, il a choisi d'aller à Milwaukee. Forcément, si tu choisis d'aller à Milwaukee, c'est parce que tu choisis de bosser avec Yannis Antetokounmpo. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion, et n'oublions pas que ce mec, ça a été l'assistant de Popovic pendant des années, qu'il est arrivé à Atlanta, qu'il leur a fait réaliser leur meilleure saison régulière de tous les temps, qu'il leur a fait réaliser leur meilleure perf en playoff aussi avec une finale de conférence. Et 4 All-Stars. Et 4 All-Stars cette année-là. Donc je pense qu'il arrive avec une vraie idée en tête, et je crois que le meilleur coup de l'intersaison pour les Bucks, c'est d'avoir attiré Mike Budenholzer. Je te suis évidemment, et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans une équipe où les individualités sont très très fortes, on a rarement vu un système offensif un peu léché avec du jeu de passe dans cette équipe-là. Lui qui justement sa force, c'est de mettre tout le monde dans le bain, d'avoir un poste 5 comme Al Horford qui est capable de s'écarter. Oh miracle, ils ont pris Brook Lopez pour, sans parler de playmaking comme Al Horford, mais en tout cas avoir de l'adresse et laisser de l'espace pour Yanis qui, avec ses qualités sur le 1 contre 1, avec ses qualités dans la transition, va pouvoir clairement s'éclater. Moi, j'en attends énormément, et j'en attends énormément dès le début. Ça peut prendre un peu de temps, mais dès le début, j'ai envie de voir des formes de jeu. Il peut jouer sur flex, il peut jouer sur des coupes. Enfin, j'en sais rien. On peut imaginer plein de trucs, des backdoors, des trucs un peu cool de coaching. Et justement, avec ces qualités-là, je pense qu'ils peuvent vraiment tout de suite, tu vois, passer step up, tu vois, clairement. Un petit peu à l'image de ce qu'il a fait dès la première saison, il est arrivé à Atlanta. Dès qu'il est arrivé la première saison à Atlanta, ça a marché très vite. Est impliqué. Et en plus, finalement, l'effectif n'a pas tant bougé que ça. Et les mecs qui sont arrivés, c'est des rajouts intéressants. Mais je pense que la colonne vertébrale autour de Middleton et de Yannis Antetokounmpo, elle est là intégrée. Bledsoe, Brogdon, c'est quelque chose qui marche aussi. Donc maintenant, il va leur amener une plus-value. Et je pense que l'année dernière, sur demi-terrain, ils galéraient par moi un petit peu. On se remettait un petit peu trop à la création de Middleton et d'Antetokounmpo. Et sur jeu rapide, par moi, c'était un petit peu brouillon, d'où ces stats sur le pace un peu cata. Moi, je pense qu'il va leur amener un truc, je pense, Budenholzer, c'est de la maîtrise. Tu n'es pas d'accord avec ça? C'est pas ce qu'il leur manquait au Bucks, un petit peu de maîtrise? Non. C'est ce qui leur manquait l'année dernière, et je vais te sortir une stat qui est incroyable et que, mine de rien, j'ai découvert là ces derniers temps. On parle souvent de Milwaukee comme l'équipe la plus longue, avec le plus grand sac majeur de NBA, blablabla. Est-ce que tu sais que c'est la dernière équipe au rebond de toute la NBA? C'est la seule. Ça, je m'en souviens. C'est la seule des 30 qui prend moins de 40 rebonds par match. C'est une stat catastrophique. Ils sont bons sur plein d'autres aspects, que ce soit sur les interceptions, même sur les contres. Ils sont 5e de NBA. Mais moi, je trouve qu'une équipe où il n'y a que des grands, tu vois, tout le monde doit être impliqué, faire son box-out, prendre la balle, et ça va donner justement à la fois de l'allant, des transitions et des paniers faciles. Est-ce que ça rejoint pas dans ce que je dis, dans la maîtrise? Je pense que tu penses à l'attaque. Tu penses à l'attaque. Pas que, mais quand même. je pense que si, oui, déjà aussi, mais je pense qu'il y a aussi. C'est une équipe quelque part qui vit. Alors même si, bon, attention, Jason Kidd et Joe Prunty ont fait du bon boulot parce qu'on l'a vu l'année. Mais je pense que c'est une équipe en playoff. Mais c'est une équipe finalement qui était encore quelque part un peu brouillonne par rapport à ce qu'elle peut être et ce qu'elle va être. Parce que je dis elle va être parce que je crois vraiment que Mike Budenholzer va leur amener un petit peu l'ordre qui leur manquait vraiment. Et je crois que cette équipe-là, quand j'entends le propriétaire dire on peut viser un top 2, top 3,
Moi, j'ai envie d'y croire. Pas toi? Bah, moi, je pense qu'ils ont le potentiel pour l'être. Maintenant, il va falloir que ça se passe bien sur le côté de la maîtrise. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a beaucoup de concurrents. On a parlé de LeBron qui est parti, mais c'est vrai. Un peu plus de Bah, rigueur. peut-être de rigueur. Moi, je les vois comme, par exemple, avec Washington. Tu vois, on en parlera dès demain d'ailleurs de Washington. Mais derrière Boston, derrière Toronto, mine de rien, derrière Philadelphie, eh bien, il y a les Bucks qui traînent. Mais sauf que tu oscilles donc entre la 4e place et la 9e place dans cette conférence Est, pardon. Je descendrai pas jusqu'à la 9e. Ah, mec, Clairement, ce qui pour moi, est c'est un dingue top avec la 5. conférence Ouest, c'est Pour moi, ça. c'est un top 5 grand minimum. Après, on sait que, Si ça se passe bien. après, on sait que toutes les équipes lors d'une saison NBA ne remplissent pas les objectifs prévus. Washington, On le par sait. Ils finissent 7e l'année dernière. Ils finissent 7e. et Ils finissent pas 5e. Et Washington, pour moi, part de plus loin que les Bucks. Il y a beaucoup plus d'interrogations autour des Wizards que chez les Bucks. Pour moi, les Bucks, il y a des choses en place. Maintenant, ils amènent un coach. Et on sait que, et l'exemple que tu dis en début d'émission, il est intéressant. C'est autant Dwayne Casey, c'était le coach idoine pour les Pistons, autant j'ai l'impression que Budenholzer est lui aussi le coach idoine pour les Bucks. Pour répondre à cette problématique. Cette relation Antetokounmpo, qui s'est entraîné avec Kobe Bryant cet été, cette relation Budenholzer-Antetokounmpo peut emmener ces Bucks très loin. Maintenant, il faut qu'Antetokounmpo, à 24 ans, il intègre aussi le fait que je suis un patron, je suis un leader, et ça va plus loin que les stats. J'implique les autres. Ça va plus loin que les stats. Donc, on est d'accord, objectif de fin de saison, avoir l'avantage du terrain en playoff. C'est l'objectif. Moi, je veux dire passer un tour de playoff. Parce qu'au final, on voit bien que, et Popovic le dit souvent, c'est que qui l'avantage contre du terrain, finalement, c'est pas non plus ce qui révolutionne. T'en tout. parlais pour Boston, mine de rien, ça a joué. Hein. Ouais, mais tu vois, autant au foot, en Ligue des Champions, t'as l'avantage du terrain, c'est un vrai avantage. J'ai l'impression qu'en NBA, sur des séries au meilleur des 7, ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Je crois que plus que l'avantage du terrain ou pas, passer un tour. Je crois que ça serait une marque au fer rouge dans la carrière d'Antetokounmpo et dans la nouvelle ère des Bucks. Yanis, tu nous as entendu, hein, moi je t'ai croisé à Athènes, Polo, tu as serré la main, tu as même fait la bise à New York grâce à Touquet fin août. Il est revenu avec des étoiles dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a ce Polo, mais bref, on vous souhaite en tout cas, chers fans des Bucks, des Milwaukee Bucks. Dans les yeux l'étoile. Amis fans des Bucks, on vous souhaite de passer un tour de playoff en fin d'année. On se retrouve donc demain, Erwan, pour parler des Washington Wizards. Ce sont clairement des concurrents directs des Milwaukee Bucks. Les Jets Wizards, on peut les appeler. Ouais, clairement. On en parle demain. On en parle demain, ciao.